Bonjour à tous et bienvenue à cette petite réunion sur l'allaitement organisée par la Ligue Galactaire. Hein. Ça fait plaisir, je vois qu'il y a des mamans qui sont venues. Hein. Il y a des papas aussi, c'est chouette. Hein. Il y a des futures mamans aussi là-bas. Hein. Tu ne le sais pas encore. Hein. Ça va venir, hein, ça va venir, t'inquiète pas. Hein. Voilà, ça me fait plaisir de vous voir tous réunis. Alors, je sais ce qu'on dit un peu de nous, de la Ligue Galactaire. Hein. On dit de nous qu'on est un petit peu des fanatiques. Hein. Bon, il ne faut pas croire tout ce qu'on vous raconte. Hein. C'est beaucoup de mythes, hein. C'est beaucoup de mythes. Hein. On dit que nous tous un peu des hystériques, comme ça. Hein. Mais, je vois que Myriam est revenue. Myriam avait été bannie pour avoir donné un complément alimentaire à un de ses enfants. Hein. Sur les conseils d'un médecin, mais visiblement, elle s'est repentie. Tous ensemble, on va lui dire « Bienvenue à toi, Myriam. 1, 2, 3. » Alors voilà, je me présente un peu, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, voilà. Je suis Margarita, hein, mais ici, tout le monde m'appelle la Pachamama. Voilà, hein, c'est du Quechua. Non, monsieur, ça n'a rien à voir avec Décathlon. Hein, Non, ça veut dire, en fait, ça veut dire que je suis un peu la terre nourricière, hein, la terre-mère. Je suis un peu comme un arbre avec de la sève au bout qui donne comme ça des petits bourgeons, hein, voilà, c'est comme ça. Alors, je suis naturopathe, homéopathe et poilopathe, hein. Puis je suis un peu comme ça, la fondatrice de la Ligue Galactaire. Et puis surtout, je suis comme tout le monde, je suis une maman. Je suis une maman qui allaite ses 5 enfants en bas âge, hein. Alors là, il y a Keiko, qui a 3 mois. Là-bas, il y a le petit Nanouk, hein, qui est en train de jouer avec son frère, Tipiak, qui a 4 ans. Et puis malheureusement, les jumeaux n'ont pas pu venir, hein, Tic et Tac, ils sont restés à la maison. Et puis on attend un petit 6e, Tupac, qui va bientôt naître, voilà. Alors tout de suite, je vous propose ensemble, hein, de balayer un peu les idées reçues qu'on a, hein, on balaye comme ça, hein, les idées reçues qu'on a parfois sur l'allaitement. Parce que parfois, il y a des gens qui disent « Non, moi, je n'allaitais pas ». Alors la première raison pour laquelle on n'allaitait pas, parfois on dit « Moi, je n'allaitais pas parce que je n'ai pas de lait ». Et à part celle en silicone, toutes les glandes de ma mère produisent du lait, hein. Tout le monde produit du lait. Oui, même vous, messieurs, vous produisez du lait, hein. Ah oui, c'est juste une question de volonté, de psychisme et beaucoup de succion. Hein. Non, mais c'est-à-dire que si on vous suce, à un moment, ça va gicler. Hein. Et plus on vous tête, et plus vous produisez. Hein. Moi, par exemple, aujourd'hui, je suis à 6,5 litres par jour. Hein. Alors du coup, eh bien, je stocke, je deviens créative. Hein. J'ai fait des yaourts. J'ai fait la crème, j'ai fait du beurre, j'ai fait les gâteaux. Hein. D'ailleurs, je conseille à tous ceux qui ne l'ont pas encore de se procurer mon livre sur la cuisine au lait maternel, qui est paru dans la même collection que les précédents, 50 recettes pour bien cuisiner mon placenta. Hein. Alors, la deuxième raison pour laquelle parfois les gens n'allaitaient pas, les femmes me disent « Moi, je n'allaitais pas parce que ça me fait mal ». Faux. Une petite bouche affamée qui aspire votre téton jusqu'à 8 cm dans le fond de sa gorge, c'est que du bonheur. Alors, oui, Sonia, je vais en parler, il y a les pathologies. Je vais en parler, les pathologies. Alors, les pathologies majeures, les pathologies majeures, c'est... Alors, il y a les gerçures, il y a un peu, parfois, les engorgements, les crevasses. Oui, je vais venir à la mastite, Sonia. Oui, bon, c'est bon, Bon, alors il y a la mastite. Alors la mastite, évidemment, vous avez le sang qui est un peu purulent comme ça. Ça fait très très mal et parfois on est obligé d'amputationner. Hein. Arrêtez de pleurer, Sonia, il t'en reste un là. Show must go on, pense aux Amazones, hein, vraiment. Hein. Alors, la troisième raison pour laquelle on n'allaitait pas, parfois on dit « Moi, je n'allaitais pas parce que ça va déformer mon corps ». Alors c'est vrai que quand vous allaitez, hein, vous prenez une à 6 tailles de bonnet de soutien-gorge. Ça te fait rêver, toi, hein. Mais je vous assure, hein, tout revient très très vite en place. Après, hein, ça reprend sa place tout naturellement. Et, excusez-moi, j'ai juste les tétons qui est coincé dans la ceinture de mon pantalon. La semaine dernière, c'était dans la chaussure, alors je ne me plains pas trop. Hein. Voilà, de toute façon, tout reprend sa place. Et si ça tombe un peu, il faut voir l'aspect pratique. Hop, on s'est fait une petite écharpe bien chaude pour l'hiver.
à tous, soyez les bienvenus dans Déclaration d'humour. Aujourd'hui, nous sommes avec Antonia de Randinger. Salut Antonia. Salut Amanda. Tu vas bien? Très bien, ouais. T'es bien installée? Ouais, Okay, j'adore cette musique, ça donne la patate. Ah, moi aussi, j'adore cette musique, c'est une de mes musiques préférées. Bon, alors avant toute chose, il y a un de nos invités qui a voulu te poser une question. Je te laisse regarder. Bonjour Antonia, alors moi il y a une question qui me taraude depuis plusieurs années. J'ai fait un petit séjour en Alsace et j'ai découvert un truc en regardant les villages alsaciens et j'aimerais que tu m'expliques, c'est quelle est l'origine de l'obsession des Alsaciens pour les géraniums? Il y a des géraniums partout dans leur petit village. Donc toi qui es strasbourgeois, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? J'arrive pas à dormir depuis. Merci. Eh ben, il paraît que ça vient d'Afrique. Ah, ouais. Il paraît que c'est comme les cigognes, c'est un truc africain. C'est le côté africain des Alsaciens. Alors, Antonia, ou devrais-je dire ma chère baronne? Parce qu'en fait, toi, ton papa est baron et architecte, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Baron avant d'être architecte, hein. Mais ouais, on est d'une famille de la vieille noblesse alsacienne. En fait, on a des racines dans le houblon, nous, en fait. On est une très, très vieille famille de brasseurs à l'origine. Et c'est de là que vient notre Votre particule? Ouais, parce qu'en fait, ça a apporté beaucoup à l'Alsace économiquement parlant. Et du coup, on a eu le droit de s'appeler de Randinger au lieu de s'appeler de Randinger. Ah voilà, mais parce que je ne savais pas comment ça se prononçait, tu vois. Je me disais, mais Randinger, Randinger, ça fait un peu... Oh, ben, quand je travaille aux États-Unis, je m'appelle de Randinger. Mais en France, non, en France, c'est Randinger, même en Alsace. Parle-moi de l'odeur de l'enfance. Très joyeuse, pas de fric, famille, on va dire, autodidacte, mon père vraiment, qui s'est vraiment retroussé les manches, architecte, qui bossait jusqu'à 3 h du matin, ma maman qui s'occupait de toute la compta, du secrétariat, et puis on habitait à l'agence, parce que c'était plus ça que le contraire, c'est-à-dire que l'agence était à la maison. Vous n'aviez pas de château? Non, c'est les grands-parents qui ont des châteaux, donc les week-ends dans les châteaux, pour de vrai. Hein, donc des grandes propriétés super chouettes avec des parcs autour et des grands arbres. Mais sinon, c'est plutôt la vie en Ford Transit aménagée en camping-car, naturisme sur les plages de Corse, du Portugal en vacances. Et puis voilà, des parents très 68 arts, très roots, très gauche. Et en même temps, avec toute une tradition très intellectuelle et puis des manières. Je veux dire, on pouvait ouvrir une boîte de sardines à l'huile, être 6 à table, mais c'est toujours maman qui se sert en premier dans la boîte de sardines à l'huile. Ah, c'est intéressant. C'est une tradition, voilà. Et... Maman se sert toujours en premier. Ah. Et on ne s'assied jamais avant maman, même pour une boîte de sardines à l'huile. Jamais. Est-ce que tu crois que le fait d'avoir choisi un métier public comme le tien, c'est une manière de te distinguer, parce que vous êtes nombreux, et donc quand on a plusieurs frères et sœurs, quelque part, on a envie d'attirer l'intérêt des parents plus que les autres? Je sais pas, il paraît que j'ai toujours fait le guignol. Il paraît que depuis que j'ai 6 mois, maman me raconte souvent une anecdote. On était à un baptême et j'étais dans mon lit parapluie, mon petit lit à barreaux, en fait. Et puis elle est rentrée dans la chambre et elle m'a dit « C'est clair que tu étais en train de faire un spectacle. Tu étais dans ton lit et tu faisais le singe derrière tes barreaux. Et quand tu as vu que ça faisait rire tout le monde, tu en as rajouté des caisses et des caisses. Et au bout d'un moment, tout le baptême était dans ta chambre, mort de rire à te regarder à 6 mois debout dans ton lit parapluie. » Voilà. Donc finalement, c'est inné chez toi, ce côté comique, humoristique. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé faire rire les gens. Quand j'étais au collège, au lycée, j'imitais mes profs, voilà, tout en étant très respectueuse, très bonne élève, mais voilà. Antonia, elle se déguisait, elle allait chercher des trésors dans les greniers des châteaux de ses grands-parents ou... Mais carrément, ouais. Et puis alors là, il y avait de quoi faire, parce que dans les greniers, il y avait tous les uniformes militaires de mes grands-parents, de mes grands-pères, et les robes de mes grands-mères, etc. Puis ma maman faisait des déguisements. Moi, j'ai toujours été très princesse, en fait. J'ai joué au Barbie jusqu'à 14 ans. Enfin, vraiment, j'étais un peu à la traîne. Au Barbie, ouais. à 14 ans. Ah ouais. Ouais, Barbie beauté, attends, avec les mains qui font comme ça et tout, les bras qui peuvent enlacer Ken et tout. Enfin, non, moi, mes Barbies ont eu une vie sexuelle assez précoce, en fait. Donc toi, tu as commencé par la Ligue d'impro alsacienne, c'est ça? Alors, la Ligue d'improvisation de Strasbourg, la Lolita. Voilà, moi, j'ai commencé comme ça, à 19 ans. Et en parallèle de quoi, tu faisais quand même des études de lettres. Donc, oui. Et après, tu es partie donc, au Canada, parce que comme tu es douée forcément, tu es partie par faire ton expérience au Canada. Tout à fait. Je suis allée leur renseigner l'improvisation. En général, on dit qu'on fait du mimétisme quand on est dans un lieu. Ça fait quand même super longtemps que je suis revenue, là, fait que je l'ai un petit peu perdue. Mais avant, je l'avais bien pogné. Là, quand j'étais dans le boss, là, je pouvais parler de même, là, puis le monde n'était pas du tout intrigué. Les gens pensaient que j'étais pas mal québécoise, là, mais
Voilà, je l'ai perdu, mais si jamais je vais dans le Luberon, je pense que je vais me mettre à parler avec l'accent Du Luberon. du Luberon, que je ne connais pas d'ailleurs, hein, donc ne me le demande pas. Alors, toi, tu as été découverte par le grand public en participant à Une demande qu'à en rire. 90 points en 5 passages. Enfin, juste le truc énorme, je crois. Hein. Cette expérience, ça a été une belle expérience sans langue de bois. Hein. Est-ce que ça a été vraiment un truc super ou pas forcément, où il y a eu des moments... Pour moi, on ne demande qu'à en rire, c'est sûr que c'est le tournant. Je pense très honnêtement que je ne serais pas sur ce plateau si je n'avais pas fait On ne demande qu'à en rire. Ça a été pour moi une année vraiment charnière, l'année dernière, l'année 2012. C'était un choix collectif avec ma productrice de dire est-ce qu'on le tente, est-ce qu'on ne le tente pas. C'était avant tout se dire, c'est une opération promotionnelle, il faut le voir comme ça. Je pense que la télévision, dans ce cadre-là, on n'en fait pas pour la télévision, on le fait pour se révéler, voilà, comme on ferait Avignon. Voilà. Pour glaner un public plus large. Voilà, et pour moi, c'était vraiment une belle occasion. Et à chaque fois, j'y allais avec les mêmes doutes, les mêmes angoisses et la même niaque. Voilà, ça a vraiment été une expérience... très prenante, très fatigante, très... Heureusement d'ailleurs que j'ai un très bon entourage personnel autour de moi pour me motiver, me remettre un peu un cadre, parce que de temps en temps, je me réveillais à 3h du matin en me disant c'est pas possible, je suis sur une mauvaise piste, il faut que je réécrive tout. Et donc, ça rend la vie... Ça devenait obsessionnel, en fait. Mais c'est obsessionnel. Moi, je considère cette émission, On ne demande qu'à en rire, un petit peu comme une drogue. Tu sais que c'est très mauvais pour ta santé, mais tu en as vraiment besoin. Voilà. Ce qui est déconcertant chez toi, c'est que tu switches d'un personnage à un autre. Donc, tu es vraiment une comédienne hors pair. C'est quand même incroyable, parce qu'on se demande si tu n'es pas un peu schizo, des fois, quand même. Hein. Mais si, ouais. Non, mais je pense qu'il faut de toute façon un peu de cette folie pour arriver à créer. Ouais, je pense qu'il y a de ça. Il y a de ça. Ouais, il y a un peu de folie. Mais en même temps, du travail. Moi, je crois beaucoup au travail. Moi, je travaille comme une dingue. Est-ce que tu te souviens du jour où tu es tombée amoureuse de l'humour ? Ah oui, ouais. Je ne pourrais pas dire la date, mais je sais que le jour où une de mes amies m'a emmenée à un atelier d'impro à Strasbourg, j'étais étudiante en lettres, et elle m'a dit « Oh, tu devrais faire de l'impro ». Et je suis allée un jour avec elle à un atelier d'improvisation donné par Marco Mayerl, qui est aujourd'hui mon meilleur ami. Et je suis sortie de ce truc en me disant « Ma vie ne sera plus jamais la même. Jamais. Maintenant, c'est ça. Et c'est sûr que c'est ça. » Donc, je pense qu'une personne qui a la vocation, qui découvre tout à coup une vocation, j'ai envie de dire divine, une mission sur Terre, elle ressent à peu près la même chose. Moi, je suis sortie de là et j'étais tellement chamboulée que j'étais entre le rire et les larmes en train de me dire « Mon Dieu, il va falloir que je prévienne les parents que là, le projet agrégation lettres modernes, enseigner dans un grand lycée français, ça ne va pas être possible. Ça va être autre chose. » Ça, c'était sûr. Comment ça se passe quand t'écris ? Tu t'écris toute seule, t'écris avec d'autres personnes, t'as besoin de... C'est à quelle fréquence ? T'as besoin de t'isoler ? T'es dans un café ? Comment ça se passe ? Alors, j'ai plusieurs méthodes d'écriture. Quand j'écris mes spectacles, le premier, je l'ai écrit seul face à la page blanche, plutôt face à la caméra, c'est-à-dire toute seule dans une pièce, à faire la schizophrène devant ma caméra, et puis à dérocher des heures et des heures de bande et à regarder ce qui était à jeter, ce qui était à garder. Et là, c'est un travail que je déconseille formellement parce que c'est un truc à se rendre complètement dingue. Ouais. Ne serait-ce que parce que parfois, on passe 5 heures devant la caméra, il y a une réplique et on dit « D'accord, c'était génial ». Et après, pour la télévision, j'écris souvent seule, face à la page blanche, vraiment. J'utilise toujours aussi beaucoup le système de caméra. Je me filme pendant des heures en train de marcher dans une pièce. Ou alors, je mets mes oreillettes, mon téléphone smartphone branché sur le micro et je conduis. Et je parle en conduisant. Voilà. Tiens, parle-moi de l'odeur de la gloire. Moi, c'est une odeur que je ne connais pas trop, personnellement. L'odeur de la gloire, je ne peux pas vraiment en parler. L'odeur de l'échec ? Je suis passée dedans il n'y a pas très longtemps. Il ne faut pas que ça dure. Il ne faut pas que ça dure. Puis bon, je pense que l'échec, c'est très relatif. Comme je dis de temps en temps, on ne fait pas des opérations à cœur ouvert. On ne sauve pas des vies. Oui, tu fais rire. Des métiers... Ouais, c'est important le rire dans la vie de tous les jours, dans le quotidien des gens. Mais c'est pas parce que je fais pas rire les gens un jour que je vais détruire leur vie, qu'ils vont avoir envie de se jeter sous un pont et qu'ils vont être... voilà. Je n'ai guère que ma vie entre mes mains et c'est déjà suffisamment dur à gérer comme ça.
voilà, je pense que l'odeur de l'échec, c'est quelque chose qu'il faut relativiser autant que l'odeur de la gloire. Alors, la quatrième raison pour laquelle on n'arrêtait pas, je balaye. La quatrième raison, c'est je n'arrêtais pas parce que ça me fatigue. Alors, les plus fatigants, soyons clairs, c'est la nuit. La nuit, parce qu'on doit se réveiller, parce qu'on fait l'allaitement à la demande, alors c'est un peu compliqué. Mais moi, j'ai envie de vous dire, faites comme nous. Nous, on pratique le cododo. Ça veut dire que tout le monde dort ensemble dans la même pièce, tous les 7. Alors on a mis les petites épaules de mouton par terre, les enfants dorment à même les sols avec nous, et comme ça la nuit, les bébés peuvent ramper, ils arrivent jusqu'au sang, comme ça, ils attrapent les sangs, parfois ils se trompent, ils prennent le sang de papa, mais c'est pas grave. Parce que ça crée du lien, Et c'est ça qui est formidable avec l'allaitement. C'est le lien maternel qui devient très très fort. Moi je vois par exemple, ma mère qui a 65 ans, m'allaite encore. Mais c'est formidable. Et petit détail pratique, vu son âge, on peut glisser les sangs sur la table, comme ça, dessous la table. Comme ça, je peux mettre une petite goutte de son lait dans mon café. Café colombiano, leche de maman, water sang, j'ai envie de vous dire. Oh. Muchas gracias. Alors, la dernière raison qui est balayée. La dernière et la 5e raison, c'est moi, je n'arrêtais pas parce qu'avec mon travail, c'est trop compliqué. On trouve toujours une solution, Moi, j'ai envie de vous dire, autrefois, voilà, quand j'ai travaillé, j'ai travaillé avec mon patron qui était sénégalais. Je faisais une pause tire-lait tous les quarts d'heure. Il disait, tiens, c'est l'heure de la traite des blanches. Ça les faisait beaucoup rire, c'était très sympathique. Mais si c'est trop compliqué avec votre travail, on n'est pas des surhommes, on n'est pas des surfemmes, on n'est pas là pour se dépasser non plus. Si c'est trop compliqué, retrouvez le goût des choses simples. Quittez votre travail. Pardon, monsieur? Non, mais j'ai entendu, vous avez dit esclavagisme. J'ai envie de vous dire, monsieur, la maternité, c'est un tout. Moi, quand je donne la vie, à 4 pattes dans ma chambre, avec les chamans qui me chantent des chansons tantriques pendant que je mords une corde de chanvre imbibée de sauge bouillie, sans la péridurale, c'est pas pour après ça retrouver les chemins d'une activité mercantile dont la durée a été arbitrairement décidée par la sécurité sociale. L'esclavagisme, il est là. Dans le rythme que nous s'impose la société de consommation. C'est pour ça que moi, j'ai décidé de déscolariser mes enfants. Comme ça, ils apprennent la vraie vie. Avec moi, en grattant les sols, pour retrouver les vers de terre qu'ils mangent comme ça. Et après ça, ils me ramènent, les enfants, parfois des petits écureuils ou des hérissons qu'ils ont écrasés sur la route. Et on le mange comme ça. Et avec le sang des bêtes que nous avons tuées, on peint les murs de la yourte. On retrouve le vrai goût de la vie. Et on danse en chantant pour remercier la terre de nous offrir ses enfants. Oh mon Dieu, j'ai une montée de lait. Pardon, madame? Nous, on est des ayatollahs. Fermez les portes. Ne partez pas. Sortez tous vos tire-lait. On va les traire avant qu'ils s'en aillent. Et si vous êtes sages, ce soir, on mange de la viande. Chère Antonia, vous passez votre temps à vous moquer des travers des gens. Mais quelle est la plus grosse honte de votre vie? C'est la honte que vous avez jamais osé avouer à qui que ce soit. J'ai dansé toute nue devant une quinzaine d'ouvriers sans le savoir. Voilà, je ne savais pas qu'ils étaient en face de ma fenêtre parce que j'avais un toit en face de ma fenêtre. J'étais étudiante et je suis sortie, je crois qu'il y avait Upside Down de Diana Ross. Et je suis sortie, j'avais très très envie de danser, j'étais toute nue avec ma serviette sur la tête. Et il se trouve que ma fenêtre faisait un magnifique miroir puisque c'était la nuit, la lumière était allumée. Donc j'ai commencé à danser comme une folle dans ma chambre jusqu'à ce que je vois passer un énorme spot devant mes yeux. Et donc, les yeux qui s'écarquillent tout en continuant ma chorégraphie torride. Et là, je regarde à travers le truc. Et je vois qu'il y a une quinzaine d'ouvriers éclairagistes. Et du coup, je me suis rendu compte qu'ils avaient pensé que c'était vraisemblablement pour eux que je faisais cette très jolie chorégraphie. Voilà. Bon, un petit creux, envie de boire quelque chose? Je vais boire un petit verre, ouais, je veux bien. Alors, on va se diriger vers le catering. Ah, j'ai perdu ma Game Boy. Ah, c'est embêtant. Attention, il y a un lustre. T'as une... Ah oui, tu peux passer en dessous, oui. T'as une devise, toi? Ouais, enfin, j'ai plus qu'une devise, j'ai une... comment dirais-je, j'ai une maxime. Ah,
juste avant de monter sur scène, je me regarde devant le miroir, ou alors je suis derrière le pendrillon avant de monter sur scène, et je me dis, tu fais le métier que tu as toujours rêvé de faire et tu en vis, c'est tout. Ok. C'est mon truc. Bon, bah écoute, nous, on a été ravis de t'avoir dans l'émission. Moi aussi, super. On a un petit rituel, on a le pas de danse de fin. C'est pas le mot de fin, c'est le pas de danse de fin, dis donc. Non, sérieux. Oui, sérieux. Et donc, on va te remettre ta musique, voilà, ta musique endiablée, et tu vas te mettre sur ce rond rouge, là. D'accord. Et tu vas nous faire un petit truc. Et comme je suis une fille sympa, je vais essayer de te suivre. Je dis bien, je vais essayer. Mais non, attends, mais cette musique, elle a été créée pour toi, Amanda. Oui, c'est cela, oui, c'est cela. Je dis bien, je vais essayer de te suivre, donc je vais rester à côté. Donc tu es gentil avec moi. Principe de base, Oui, tu lâches les épaules, ouais, voilà. Les mains restent bien à leur place. ouais. Et tu tournes. Voilà. Et tu souris. Et tu peux bouger les épaules en même temps. Voilà, tu tournes comme ça. Et avec un peu de chance, t'as pas trop de chair molle. Non, mais là, c'est raté, tu vois. Voilà, ça suffit. Bonjour à toutes et à tous, et merci de nous rejoindre sur Arte, la chaîne de la culture, die Sendung der Kultur, en partenariat avec la Sorbonne Nouvelle, die Neue Sorbonne, et bien en partenariat voilà, pour ce cycle de conférences tout à fait passionnant autour eh bien, de la métaphysique des lieux inexplorés du corps humain. Alors oui, on peut, oui, alors, lieux inexplorés, c'est-à-dire zones abandonnées, zones délaissées, zones en friche. On est content au premier rang. Zones en friche, notamment en matière d'hygiène corporelle. Alors, je vous rappelle que la semaine dernière, eh bien, nous avons traité tous ensemble eh bien, de l'oreille. La semaine prochaine, eh bien, nous explorerons ensemble un autre orifice. Mais pour l'heure, eh bien, je vous propose de partir tous ensemble à la découverte de notre nombril. Alors, oh mon Dieu, ces plastiques chinois là, c'est épouvantable. Alors le nombril est intéressant au titre qu'il représente pour tous les mammifères de la création, dont nous faisons tous plus ou moins partie. Il représente ce que moi j'ai tendance à appeler la cicatrice originelle. Tout simplement, oui, parce que si on y réfléchit bien, seuls les anges, ou alors Adam et Ève, ou encore l'œuf et la poule, eh bien n'ont pas de nombril. Alors que nous avons tous une petite cicatrice originelle, car elle nous relie ad vitam aeternam à la matrice, à la mère, à maman. Tout ça, tout simplement, parce qu'à l'origine, eh bien, le nombril est relié au cordon ombilical, d'où le terme ombilique, ombligo en espagnol. Le cordon ombilical qui est une sorte eh bien, de tuyau d'arrosage intra-utérin par lequel la matrice, la mère, maman, eh bien, nourrit et fait grandir son petit ce via évidemment le placenta. Alors, ce dernier pourrit très très vite après l'expulsion. Non, pas le petit non, non. Le petit grand Dieu, il est là. Donc le placenta qui pourrit, encore que, dans certaines cultures, le placenta est mangé. Qui n'a pas mangé un bon placenta au girolles n'a pas véritablement vécu. Enfin bon, c'est une autre aventure que la consommation, encore la putréfaction du placenta et du cordon ombilical, à savoir son appareil. Alors, que peut-on également dire eh bien, du placenta? Micro-sieste, paf. Également dire eh bien, du nombril. Eh bien déjà, de tout temps, le nombril a toujours été considéré comme une zone, bande
de frigide. Comme une zone érogène, hein. C'est-à-dire que sa vue, hein, ou alors son toucher, voilà là, mon Dieu, je ne vois plus rien, eh bien, suscite des pulsions d'ordre sexuel. Mais je le dis, et je le répète, nulle possibilité de reproduction par le nombril. Hein. Non mais soyons clairs, hein, ne ris pas avec moi. On l'ignore souvent, hein, on l'ignore souvent. Allez hop, parenthèse historique, hein. Mais Jeanne d'Arc, dite Jeanne, la pucelle, hein, eh bien elle l'était parce qu'elle avait confondu, hein. Chacun s'accorde à dire aujourd'hui dans les professions paranormales et les sciences underground que la jeune Jeanne fréquentait les bergers alentours, hein, avec lesquels elle avait des relations. À faire rougir les écolières, hein. À l'époque, on l'appelait d'ailleurs Jeanne la cochonne, hein. Puis alors les voix, les fameuses voix, hein, les voix lui disaient Jeanne, ça n'est pas le bon trou.